Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Raoul Peck. Bonjour. Votre actualité, c'est la sortie d'un film qui met à l'honneur, qui fait la lumière, bien que ça soit du noir et blanc pour la majeure partie des images. On va parler d'Ernest Cole, qui a été certainement le plus grand témoin en tant que photographe de l'apartheid, par moments d'ailleurs au péril de sa vie. Raoul Peck, vos films ont été même nominés aux Oscars il y a quelques années. Vous avez été ministre de la Culture en Haïti. Ce sont vos origines. Mais là, pour le coup, on va parler de ce film. Bienvenue à la Radio du Cinéma. Bonjour, merci de m'inviter. Très brièvement, je suis plutôt venu au cinéma par le politique. Ça a été toujours l'objet de mon travail. Je n'ai jamais considéré l'art pour l'art. L'art devait avoir sa place dans une société et remplir aussi son rôle. Nous avons le privilège de pouvoir raconter des histoires, donc ce privilège a aussi des exigences. Voilà, c'est ce que je peux dire sur mon travail. Et le film d'Ernest Cole, de même, est un film non seulement sur la vie et l'œuvre de ce personnage immense, mais c'est aussi une manière de porter un regard par rapport à ce qui se passe aussi, par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et qui permettent au public, aux jeunes qui regardent ce film, de pouvoir décoder ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. Alors, c'est un film, et en réalité, c'est un documentaire. La voix d'Ernest Cole est un peu la ligne éditoriale de ce film. Il s'avère que nous avons la chance d'avoir l'auteur, puisque vous en êtes l'auteur de cette voix. C'est vous qu'on entend. Vous avez emprunté, en fait, le personnage d'Ernest Cole pour parler, raconter finalement l'histoire de ce film, son exil, puisqu'en fait, évidemment, ses engagements, mais vous allez nous en parler, ses engagements en Afrique du Sud lui ont valu évidemment toutes les foudres à l'époque. Oui, il est mort en 90. Comment on s'intéresse à un personnage comme Ernest Cole ? Moi, le choix pour mes films en général, ce sont des choix qui, non seulement bien entendu dans le cas d'Ernest Cole, qui documente une œuvre incroyable, mais aussi qui permettent à différents niveaux de récit d'avoir une réflexion sur le monde dans lequel on vit et sur les combats qu'on a menés pour arriver au monde où on est. Et qui permet aussi d'avoir une distance. Concernant l'Afrique du Sud, le film permet de voir ce que les politiques, surtout les politiques occidentales vis-à-vis de l'apartheid, combien elles étaient hypocrites en disant que, on ne veut pas boycotter l'Afrique du Sud sous prétexte que ce seraient les Noirs sud-africains qui en souffriraient le plus. Alors qu'on savait très bien que c'est par rapport aux rapports économiques qui existaient et géopolitiques qui existaient entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique du Sud, pour lesquels ils ne voulaient absolument pas intervenir. Reagan n'a pas voulu intervenir, Thatcher n'a pas voulu intervenir, Jacques Chirac n'a pas voulu intervenir à l'époque. Donc ça permet aussi de décoder ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux autres conflits qui ont lieu actuellement un peu partout sur la planète. L'un des choix importants pour moi, sur un projet comme Cole, c'est justement d'avoir aussi bien une approche personnelle, voire intime, puisque quand je décide de raconter cette histoire, je décide que ce serait Ernest Cole lui-même qui raconterait à la première personne. Donc j'avais une base de départ qui est le livre lui-même, dans lequel il a écrit des essais incroyables, à travers lesquels on peut lire sa manière de penser le politique, son engagement, sa poésie, son art, tout simplement, et sa qualité d'être humain. Donc, à partir de cette base, donc des textes tirés du livre, j'ai pu ensuite réécrire toutes les parties manquantes de sa vie, de sa biographie, puisqu'il a été célèbre et célébré dans les années 60, et puis pratiquement dans les 10-15 années qui ont suivi, il a arrêté de photographier, puisqu'il n'était pas en mesure de faire ce qu'il voulait faire, puisque contrairement à ce qu'on penserait, il n'était pas dans le monde libre. On a voulu lui donner une petite boîte dans laquelle il était enfermé. Comme il dit, je ne voulais pas devenir un chroniqueur de la misère, puisqu'on lui donnait des missions qui étaient souvent en rapport avec la couleur de sa peau, et pas
comme tout simplement un photographe tout court, Alors, il faut pas un photographe noir. Justement, ce photographe a fait partie d'une agence extrêmement célèbre qui est française, mais qui comment dire, internationale. Voilà, ouais, qui est Magnum, qui est basée en France, qui s'appelle donc Magnum. On peut citer des photographes comme Henri Cartier-Bresson qui ont fait partie de cette agence. Oui, qui sont les fondateurs. Et donc, qui sont vraiment des personnalités. On peut les considérer comme des photojournalistes, c'est-à-dire que le narratif, l'écriture photographique correspond véritablement à une émotion particulière. Et je pense que ça, dans le film, vraiment, vous le révélez de manière très concrète. On a cette perception extrêmement marquée, à tel point que, malheureusement, Ernest Cole a été exclu, entre guillemets, d'Afrique du Sud. Il a dû s'exiler. Oui, parce que tout simplement, les photos qu'il faisait étaient chacune un crime. C'est ça. C'était un pays très censuré. Tout magazine, journal était censuré. Il fallait passer la censure. Donc, il savait pertinemment que les photos qu'il faisait ne seraient jamais publiées en Afrique du Sud. En tout cas, pas de son vivant. Et c'est pour ça qu'il savait très bien qu'il allait devoir s'exiler. Il s'est arrangé pour petit à petit faire sortir ses négatifs du pays, jusqu'au jour où il a pu lui-même échapper à travers un subterfuge. Il a inventé le fait qu'il allait à un pèlerinage à Lourdes en tant que catholique, et il s'était fait déclasser ou surclasser de noir à colored. Et de là, on voit l'absurdité même du système. Et en devenant colored, il avait une plus grande faculté de bouger à l'intérieur du pays. Et donc, grâce à des amis, à des appuis, entre autres de journalistes, du journaliste du New York Times à l'époque, qui a été lui aussi expulsé de l'Afrique du Sud, donc on voit que ce n'était pas du tout un pays démocratique, ni de liberté, même pour les Blancs. Donc, Liliefeld, pour le nommer, l'a aidé aussi à faire sortir ces négatifs qui ont permis de créer le livre qui va avoir un succès extraordinaire. Alors là, on parle évidemment du livre qui s'appelle House of Bondage, paru aux États-Unis en 1967. Oui, la maison des servitudes. Voilà, c'est ça, pour la traduire en français. Et ce livre-là a été véritablement la consécration, le démarrage du succès de cet homme. On peut dire ça comme ça. Oui, qui l'ont fait connu partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est un livre pour tout grand photographe. C'est un livre de référence. Aujourd'hui encore, il fait partie des plus beaux livres de photos du monde. Alors la transition est toute trouvée, puisque c'est une double actualité, cette sortie de film. Donc on rappelle le titre, Ernest Cole, photographe, d'accord. Ça fait également l'objet d'un livre que vous avez donc publié aux éditions de Noël, qui porte absolument le même titre, et qui reprend évidemment l'iconographie du film. C'est une véritable, on peut dire que c'est un siamois, en fait, un tronc avec deux opportunités artistiques, mais en réalité, la cause est commune, puisqu'en fait, vous reprenez d'un point de vue iconographique, les images qui apparaissent dans le film sont également très présentes dans le livre. Il fallait que ce soit un bel objet, qu'il soit à la hauteur du travail d'Ernest Cole, que les photos, que ce soit en noir et blanc et en couleur, sortent avec la plus grande, avec toutes les nuances nécessaires. Et même le graphisme du livre, c'est une jeune graphiste qui a travaillé pendant des mois là-dessus, et on est vraiment très content du résultat de ce travail. Ça, c'est une volonté que vous aviez dès le départ de faire et à la fois un documentaire et un livre pour sceller un petit peu cette mémoire. Oui, parce que les films que je fais, justement par la multitude des récits, d'ailleurs que le spectateur perçoit, puisqu'il amène lui aussi son pensum et son identité dans le film, et ça crée d'autres histoires, puisque justement, moi je fais ce qu'on a appelé dans le temps un documentaire de création. Donc ça veut dire que cette dimension de création se fait avec le spectateur également. Donc le livre, de le poser en tant qu'autre objet, c'est quelque chose que j'ai souvent fait avec mes films, puisque ce sont des textes très souvent très écrits, et de les avoir sur papier, parfois, ça permet une autre approche, et une autre réflexion. Ça crée une mémoire, et ça va en général ensemble. Je l'ai fait pour I Am Not Your Negro. D'ailleurs,
j'ai fait, je crois que c'est le 3e livre que je fais avec De Noël autour de mes films. Et on a pris l'habitude de le faire parce que c'est un compagnon du film. Bien sûr. Il se complète et on a la possibilité de revivre le film à travers un autre objet. Une question un peu plus d'ordre philosophique. Raoul, j'aimerais savoir en fait ce que ce film dit de vous, ce documentaire. Qu'est-ce qu'il raconte sur vous ? Bon, c'est pas à moi vraiment de le dire. S'il y a du moi dans ce film, c'est très certainement parce que dans le film s'insère ma propre histoire, puisque moi aussi j'ai on rappelle que vous êtes d'origine haïtienne. Absolument. Voilà. J'ai fait mes classes en France, mais j'ai été à 17 ans, après mon bac, à Berlin pour étudier. Et à Berlin, c'était un lieu politique important où l'ensemble des mouvements de libération africains ou d'autres existaient. Donc c'était mes aînés, c'est eux qui m'ont éduqué politiquement. Donc le parcours d'Ernest Cole, je l'ai suivi également à l'extérieur, puisque ce combat a duré plusieurs dizaines d'années. Et j'ai participé à ce combat. Donc je sais toutes les étapes, toutes les stations historiques importantes, que ce soit l'arrestation de Steve Biko, son assassinat, que ce soit les émeutes de Sharpeville, que ce soit les kidnappings qui a lieu, qui étaient dans la presse de l'époque, mais pour moi, elles étaient absolument vivantes. C'était des moments de colère, des moments de tristesse, des moments... Donc, cette espèce de haut et de bas, je l'ai vécu. C'est ma vie d'adulte également, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à la libération de Mandela et même après. Donc, quand vous prenez la voix, quand vous empruntez la voix d'Ernest Cole pour raconter cette histoire, quelque part, c'est aussi un petit peu la vôtre, d'une certaine manière. Ça, absolument, ça peut percer, mais ça reste quand même les propos d'Ernest Cole. Il n'y a rien que décrit dans ce film qui ne soit pas immédiatement, directement lié à ce que Cole a lui-même écrit ou dit. C'est-à-dire les lettres, les échanges qu'on a pu récupérer. On a fait une enquête où on a rencontré plus de 80 personnes qui l'ont croisé à un moment donné de sa vie. Et ce qu'elles nous ont dit, je l'ai utilisé pour créer son dialogue, pour créer sa voix. Donc, il n'y a rien d'inventé de ma part, il y a simplement une meilleure... mon parcours m'a permis une meilleure compréhension de ce qu'il vivait à l'époque, et puis de pourquoi il lâche pied à un moment. Parce qu'il y a en effet l'exil qui vous mine. Bien sûr. Quand on quitte son pays, c'est pas par sa propre volonté. Dans son cas, oui, parce qu'il voulait publier ce livre. Mais après, il pensait pouvoir retourner. Or, on laisse derrière soi un pays qui est en feu. Donc on a ce pays dans la tête tous les jours. C'est même pour moi, ce qui se passe en Haïti, je suis confronté à ça tous les jours. Donc on ne laisse pas son histoire derrière. Alors Raoul, évidemment, on pourrait développer de manière très forte les choses. On arrive au terme de cet entretien. Juste en fait, avant de vous laisser, j'aimerais qu'on parle quand même de ces archives qu'on a trouvées en Suède et qui potentiellement laissent entrevoir des choses qu'on n'a jamais vues. D'abord, en fait, il y a une sorte d'énigme. On ne sait pas vraiment comment elles ont atterri là-bas. Et finalement, est-ce que potentiellement, on va apprendre des choses sur ces documents qui sont pour l'instant inconnus de tous? Est-ce que vous envisagez en fait de raconter la suite d'Ernest Cole par ces archives? Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est beaucoup d'histoires, je vais essayer d'être bref là-dessus. Oui, on a découvert en 2017 plus de 60 négatifs, 60 000 négatifs qu'on pensait perdus, y compris les négatifs du livre House of Bondage. Alors on sait comment elle se retrouve en Suède, puisqu'il va en Suède plusieurs fois. Donc, vu la vie qu'il menait à New York, pratiquement sans abri, il fallait qu'il sécurise son travail de plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, et il l'a amené en Suède parce qu'il avait des contacts, des photographes amis en Suède qui ont pu accueillir ce matériau. Ensuite, après, on en perd la trace. Et on le découvre en 2017, il y a une banque qui appelle la famille pour leur dire, voilà, on a retrouvé tout ça. Et ils prétendent qu'ils n'ont aucun papier, aucune date, aucun reçu par rapport à ce matériel. Mais on sait très bien, la famille sait très bien, nous le savons très bien, comment ces matériaux se retrouvent dans la banque. C'est tout simplement une institution quelconque qu'on ne nommera pas,
c'est pas mon problème, mais qui ont choisi la banque pour créer une sorte de sas de séparation pour couper le lien et l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Mais si vous voulez, c'est pour ça que Cole raconte sa propre histoire. Et comme il le dit dans le film, moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon travail a été récupéré et est maintenant de retour dans mon pays, là où il doit être. Et c'est son travail qui fera le reste de l'histoire. L'aspect thriller est dans le film également, mais je n'ai pas voulu le mettre au centre parce que ce n'était pas le plus important pour Cole lui-même. Pour tout artiste, ce qui est important, c'est son travail. Ceux qui ont triché, qui ont volé, qui ont dissimulé, etc., comme il le dit dans le film, c'est plus son problème.